Et en fait, je sors mon arme juste de l'étui comme ça. Et au moment où je l'incline, en fait, lui il tire et moi je tire en même temps. En fait, on se tire dessus exactement en même temps. Il me touche juste ici, là, sous une zone qui n'est pas protégée par le gilet pare-balles. Et la balle va me traverser, donc elle va me sectionner, elle va me perforer les poumons. Mais surtout, elle va me sectionner la moelle épinière. Donc là, je m'écroule immédiatement. J'avais l'impression que j'étais en train de me vider de mon sang. J'étais persuadé qu'il me restait quelques secondes, voire quelques minutes à vivre, mais maximum quoi. Persuadé que j'allais mourir. La Guyane, un petit bout de France recouvert à 97% par la forêt équatoriale, dans laquelle œuvrent 6 000 à 10 000 chasseurs d'or clandestins, les garimpeiros. Pour lutter contre l'orpaillage illégal et les réseaux criminels qui déforestent et polluent la forêt, 1000 missions sont menées chaque année par les autorités françaises. Ces derniers jours, 42 sites ont été démantelés. Aujourd'hui, dans notre Mag d'Actu, on s'intéresse à ce fléau à travers le récit de Franck, dont la vie a basculé au cours d'une de ses missions, alors qu'il était gendarme. Ce qui est étonnant, on va revenir sur ce jour où votre vie a basculé, puis votre reconstruction. Mais juste avant, je voudrais qu'on parle de vous, enfant, parce qu'a priori, rien ne vous destinait à devenir gendarme. J'étais... ouais, je travaillais bien à l'école, j'étais un enfant sérieux, on va dire, bon élève. Et étant le fils du maire, il y a certains, on va dire, jeunes délinquants qui n'aimaient pas l'autorité que le maire représentait. Donc j'étais un peu leur souffle-douleur. Bon, ça a duré quelques années, c'était surtout les soirs, ils m'attendaient à la sortie du collège. Il n'y a jamais eu... c'était un harcèlement... C'était plus pour me faire peur que j'ai jamais pris de coups, hein. Mais voilà, les années ont passé et puis un jour, ces harceleurs, je les ai retrouvés un petit peu plus tard, quoi. Donc le problème s'est résolu d'une autre manière. Dans un bar? Dans une boîte de nuit, ouais, exactement. Ouais, où là, j'avais entre-temps, entre l'élève timoré que j'étais en 6e et puis 18-19 ans, là, j'avais pratiqué beaucoup de sport, notamment la boxe. Donc j'avais une assurance, j'ai une confiance en moi bien supérieure, j'avais des techniques de frappe également et du coup, la fin n'a pas été la même, quoi. Ça a failli me coûter cher parce que j'étais déjà, je faisais mon service militaire en gendarmerie. Quand c'est arrivé, cette bagarre nocturne, le lendemain matin, ils étaient allés porter plainte contre moi à la gendarmerie, quoi. Donc j'ai eu de la chance parce qu'au final, j'ai été considéré comme victime parce que j'avais quand même reçu une bouteille, un tesson de bouteille à la tête qui m'avait bien amoché. Ma carrière en gendarmerie a failli s'arrêter avant même d'avoir commencé. Ce que mon père me disait, je sais pas ce qu'on va faire de toi, tu vas finir en prison, donc maintenant je charrie. Enfin, à l'époque, quand j'étais en escadron mobile où on faisait des transfèrements, je disais, bah, tu vois, je finis en prison, mais je suis de l'autre côté. Qu'est-ce qui fait que vous basculez à un moment donné, vous êtes au service militaire et vous dites, je vais prendre la gendarmerie? Bah, j'avais rencontré une fille à cette époque qui deviendra la mère de mes 3 garçons. Il fallait que je fasse mon service militaire. Je suis né en 78, c'était la dernière année. Et son père venait juste de prendre sa retraite. Et c'était un retraité de la gendarmerie, donc il m'a dit, écoute, faut que tu fasses ton armée. Je me suis épanoui dedans, parce que j'étais bon en sport, en tir... Vous découvrez même très bon en tir, ouais, dès les premiers tirs? En tir, j'étais bon, ouais. Pendant mes classes, donc ça c'est l'armée, j'ai fini premier. Donc ensuite, j'ai passé mes concours. Et là, de nouveau, je suis sorti de ma formation de sous-officier en étant premier. Je demande la gendarmerie mobile pour avoir un peu plus d'action qu'en gendarmerie départementale. C'est un aspect du métier qui me plaisait davantage, beaucoup plus axé sur l'intervention, sur l'action, sur le sport. On est parti en Calédonie, en Côte d'Ivoire également j'ai fait. On a été intervenu une fois sur la tribu de Saint-Louis, qui malheureusement est dans l'actualité en 2024. Et ce jour-là, le colonel est venu sur le barrage. Et en fait, les Kanaks, ils devaient certainement connaître les grades. Et en fait, ils ont tiré. Le problème, c'est que là-bas, ils ont des armes pour chasser le cerf. Et du coup, il a pris une balle vraiment en dessous du gilet pare-balles au niveau du nombril. Donc, il s'en est sorti, mais il a gardé des séquelles à vie, quoi. Donc, avant même la Guyane, dont on va parler maintenant, et ces missions qui sont particulières, et ces missions qui ont fait basculer votre vie à un moment donné, vous aviez déjà été au feu, comme on dit, dans l'armée? Enfin... Mon but, c'était vraiment de partir outre-mer, parce que là, il y a énormément, quand on est affecté en outre-mer et dans des unités, dans les groupes d'intervention en outre-mer, là, on est vraiment... c'est là où il y a le plus d'opérationnels. Et j'ai demandé la Guyane, parce que la Guyane, c'est un département à part, c'est un petit bout de France, c'est un timbre-poste français au milieu de l'Amérique du Sud, donc avec un climat, une criminalité sud-américaine. Il y a 15 fois plus d'homicides en Guyane qu'en sur le territoire métropolitain, et 30 fois plus de vols à main armée. En Guyane, vous avez la violence ordinaire, entre guillemets, que vous traitez en tant que membre de ce groupe spécialisé de la gendarmerie, qui est aujourd'hui regroupé sous le nom Antenne GIGN. Et vous avez un certain nombre de missions en forêt équatoriale.
qu'est-ce qui se passe dans cette forêt équatoriale? On en parle assez peu finalement et pourtant c'est une réserve d'or de la France. Le fait de chercher de l'or, c'est quelque chose qui est légal. Il y a des sites légaux en métropole, en Guyane, pardon. Malheureusement, il y a énormément de gens qui viennent pour chercher l'or de façon illégale, ce qu'on appelle les garimpeiros. C'est une population qui vient du Brésil. Et en fait, ils ont des méthodes d'extraction, des méthodes pour réussir à trouver l'or. Les paillettes d'or. Ouais, c'est les paillettes d'or avec le mercure, ce qu'on appelle un amalgame. Et du coup, c'est vraiment un désastre environnemental, un désastre écologique, parce que le mercure, au-delà du fait qu'il déforeste complètement la Guyane, il se déverse dans les cours d'eau et dans les sols. C'est plusieurs hectares qui sont déforestés comme ça. Et malheureusement, après, jamais rien ne repousse. C'est vraiment le Far West en forêt. C'est des villages. Donc il y a des zones de travail, et un petit peu plus loin, il y a des zones vie. Et là, il y a énormément de proxénétisme, beaucoup de drogue. Et après, il y a des bandes armées qui tuent les propriétaires des puits pour s'approprier un droit de propriété, quoi. Alors vous, votre mission quand vous êtes en Guyane, c'est quoi? Alors nous, on travaillait la lutte contre l'orpaillage illégal, c'est vraiment une mission de police judiciaire et l'armée, les légionnaires ou l'armée de terre sont là pour nous appuyer dans le cadre de la mission Harpie, c'est une mission interministérielle. Là, on faisait des grosses opérations où on arrivait en hélico et le but c'est de détruire le matériel, de détruire les sites pour qu'ils soient plus exploitables. Le problème de ces missions, c'est que quand on arrive en hélico, donc les proxénètes, les bandes armées, les dealers, les pilotes de quad, les piroguiers, tous ceux qui nous intéressent vraiment parce que ils sont ceux qui font tourner, ils partent en fait, ils entendent des hélicos, ils partent. Et donc nous, on avait vraiment notre but, c'était de s'infiltrer pour pas être repéré au moment de la dépose, donc s'infiltrer en hélico à plusieurs heures de marche. Parce que l'hélico, 8-10 km à peu près, ils sont plus capables de l'entendre. Et là, le but, c'est vraiment de les surprendre lorsqu'ils sont en train de vivre ou d'intercepter les pirogues pour appréhender les patrons des sites, les bandes armées, les proxénètes, tous les gens qui font tourner le réseau criminel en forêt. On avait très régulièrement des usages des armes. C'est la différence avec les militaires. Nous, face à nous, on n'a pas des ennemis, on a des adversaires. Donc l'ennemi, les militaires, eux, ils doivent le détruire. Alors que nous, l'adversaire, on doit le soumettre simplement. Donc dans la mesure du possible, on utilisait des armes non létales pour l'appréhender sans le blesser, on va dire, gravement, ou sans le tuer. Ça se passe de nuit, ça se passe sur des cours d'eau, et avec des gens qui sont armés, qui sont prêts à tout en fait. Et ça, c'est des missions qui sont à haut risque, on va dire. Alors on en vient à ce jour de l'année 2011. Vous êtes donc en Guyane, vous avez déjà effectué de nombreuses missions. Ce jour-là, votre épouse vous dit ne pars pas en mission, il se passe quelque chose de particulier dans votre vie avec vos enfants notamment. Ça allait être la rentrée scolaire, j'avais mon fils aîné qui s'était cassé le bras, le petit dernier qui avait 9 mois venait à se faire hospitaliser, donc du coup elle m'a demandé de ne pas partir ce jour-là. Moi j'étais directeur opérationnel gendarmerie, je ne pouvais pas me faire remplacer en fait à ce moment-là. Et je lui ai dit je pars, mais je suis là dans quelques jours et puis après je pose des vacances. Et alors qu'est-ce qui se passe ce jour-là? L'objectif de la mission, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une grosse mission qui est coordonnée avec l'armée de terre. Donc on arrive, il y a 5 hélicos. Donc les militaires, eux, avec les hélicos de l'armée, le Puma, ils posent au niveau de la zone de travail. Les pilotes, ils me posent tout de suite. On part en courant, 5-10 minutes de course, on va dire, on arrive sur la zone vie. Donc le but quand on arrive, c'est vraiment d'essayer de tout sécuriser, voir s'il n'y a personne, voir s'il n'y a pas d'armement. On arrive dans les carbets, on tombe immédiatement les bâches sur les côtés pour pouvoir voir à travers, avoir une vue dégagée sur l'ensemble du village. Et là en fait à travers je vois un garimpeiros d'une vingtaine d'années à peu près, qui est en train de s'affairer autour d'un quad. Donc je fonce dessus, donc j'arrive sur lui, je le contrôle et en fait il est en train d'attacher un groupe électrogène sur le quad, donc c'est pour ça qu'il n'a pas eu le temps de partir. Il a récupéré du matériel quoi. Il n'a pas le temps de partir. Donc je contrôle, je le fouille. Sur lui je trouve un petit peu d'or dans un flacon et un téléphone portable. Voilà, donc je regarde, on sait, on connaît les têtes de réseau qui nous intéressent, lui il n'est pas du tout connu. Donc je lui fais signe de partir. Donc au début il veut pas, il commence à négocier, à me parler en portugais. En gros il me laisse l'or et puis je laisse le quad, quoi. Il essaie de marchander. Je lui dis de se barrer, donc il obtempère et puis il part, il s'enfonce dans la forêt, quoi. Donc du coup je continue de fouiller le village et en fait 10 minutes après à peu près j'entends un coup de feu. Je me plaque au sol, je me mets à l'abri derrière une sorte de tronc d'arbre pour être à l'abri, et puis je regarde et en fait je vois ce Brésilien là, qui était revenu, celui de 20 ans, près du quad, et il revient et en fait il est en train d'hurler au milieu du village, et avec un autre Brésilien devant lui en fait pour faire bouclier humain, quoi.
Et donc il a certainement voulu revenir chercher le quad, mais comme moi j'étais autour, en fait il n'a pas pu s'approcher. Donc à ce moment-là, moi je lui fais des sommations, je lui demande de lâcher son arme et tout, mais il n'obtempère pas et il recule avec le mec, avec l'autre Brésilien devant lui, comme ça en se protégeant, il recule jusqu'à arriver en lisière de forêt, de jungle, et après il part à l'intérieur. Donc je tire. Mais je sais que mon tir n'a pas pu être efficace parce que comme il est au milieu des arbres, la distance est quand même relativement loin. Avec une arme de poing, c'est pas évident. Donc je décide d'aller chercher du renfort près des militaires qui étaient restés sur la zone de travail pour qu'on puisse faire une sorte de ratissage beaucoup plus large. Donc je reprends le quad pour aller chercher du renfort. Et en fait, sur le trajet qu'on a emprunté en courant, en fait, le Brésilien, il a dû entendre le quad et en fait, il a contourné le dispositif. Je le vois sur le côté là, et en fait, il bondit au milieu de la piste et en fait, il me pointe tout de suite avec son revolver. Donc, ce que je fais, c'est que je saute tout de suite du quad parce que quand je suis sur mon quad, en fait, je peux pas saisir mon arme. Mon arme, elle est ici, elle est coincée avec le gilet pare-balles, je peux pas le saisir, j'y arrive pas. Au moment où je me mets sur le côté, je lui fais signe de se calmer en même temps, en gueulant, en disant de se calmer. Et en fait, je sors mon arme juste de l'étui comme ça. Au moment où je l'incline, en fait, lui il tire et moi je tire en même temps. En fait, on se tire dessus exactement en même temps. Il me touche juste ici, là, sous une zone qui n'est pas protégée par le gilet pare-balles. Et la balle va me traverser, donc elle va me sectionner, elle va me perforer les poumons. Mais surtout, elle va me sectionner la moelle épinière. Donc là, je m'écroule immédiatement. Le Brésilien, ce Guerin Perros, il continue d'avancer sur moi. Donc moi, à ce moment-là, j'ai plus le choix, quoi. Je suis obligé de faire feu et de tirer avant qu'il ait le temps de retirer. Et je lui mets une balle juste ici au niveau de la trachée, au niveau du cœur. Il décède sur le coup. J'avais l'impression que j'étais en train de me vider de mon sang. Donc en fait, je savais qu'il me restait, j'étais persuadé qu'il me restait quelques secondes, voire quelques minutes à vivre, mais maximum, quoi. Donc j'ai essayé de crier au secours pour que mes camarades viennent me chercher. Et en fait, il n'y a aucun son qui a voulu sortir. Il me restait des cartouches dans mon arme. En fait, j'étais couché sur le sol, sur le dos. Et en fait, j'ai tiré en l'air pour avertir de ma position. Donc rapidement, j'ai deux camarades qui sont arrivés et le colonel est resté avec moi. Je lui ai demandé de me checker, de me dire ce que j'avais et puis surtout, je lui ai dit vous direz à mes enfants que je les aime parce que j'étais persuadé. Vous voyez mort. Ouais, j'étais persuadé que j'allais mourir en fait. J'arrivais pas à respirer, j'arrivais pas à parler. Je pensais que j'avais que j'étais en train de me vider de mon sang. Donc, finalement, l'infirmière est arrivée, le médecin arrive, elle me fait une petite dose de morphine pour calmer la douleur. Et là, après, il m'évacue sur l'endroit où l'hélico va venir me chercher, quoi. Pour les militaires, quand ils sont blessés sur les opérations d'extérieur, ils ont ce qu'on appelle la golden hour, c'est-à-dire dans l'heure qui suit la blessure, il faut qu'ils soient dans un hôpital. C'est la première heure où vraiment le diagnostic pour un blessé, notamment un blessé par balle ou un traumatisme, ça peut vite dégénérer. Et moi, en fait, l'hélico, il est venu me chercher 3 heures après, quoi. J'ai eu la chance que ma blessure, elle a perforé les poumons, hein, c'est sûr. Donc mes poumons, ils étaient en train de se remplir de liquide, mais j'ai pas eu d'artères qui ont été perforées. Et alors après, il se passe quoi? Du coup, vous êtes rapatrié en métropole, donc après, au Val-de-Grâce. Comme à Cayenne, ils peuvent pas, mon état est trop, ils peuvent pas s'occuper de moi, ils n'ont pas de neurochirurgien, rien du tout. Donc je suis évacué sur le Val-de-Grâce. Juste avant qu'ils m'opèrent, mes parents étaient montés aussi, ils avaient été alertés forcément. Ils étaient arrivés à l'hôpital quand j'ai été rapatrié. En fait, les médecins les ont fait rentrer dans une salle en leur expliquant qu'il fallait qu'ils me disent adieu parce que mon état était tel faible et au niveau des poumons, j'avais vraiment des gros dommages et que l'opération, mon corps risquait de ne pas supporter l'opération et je pourrais ne pas me réveiller, quoi. Donc du coup, ils m'opèrent pour stabiliser parce qu'en fait, comme j'ai une blessure assez haute, moi, l'hématome, la moelle épinière a été sectionnée sur le coup, hein, donc ça, il n'y a aucune chance de récupérer, on va dire. Mais par contre, l'hématome était en train de monter et en fait, il était en train de regagner les vertèbres cervicales et là, bon, j'étais paraplégique, c'est sûr, mais je pouvais me retrouver tétraplégique, quoi. Me retrouver du jour au lendemain cloué dans un fauteuil électrique, être dépendant de quelqu'un, pour moi à ce moment-là c'était inconcevable, quoi. C'était inconcevable. C'est un risque que j'étais conscient, mais pour moi prendre une balle en fait, ça voulait dire mourir, quoi. C'était comme ça. Ce qui est très beau dans votre histoire, malgré les difficultés que vous avez traversées pour vous reconstruire, parce que vous vous êtes reconstruit, c'est qu'on retrouve le sport à plusieurs étapes de votre vie, et c'est encore le sport qui va jouer un rôle, j'ai l'impression, par la suite, parce que vous allez découvrir un sport qui s'appelle le handbike. Et vous allez le pratiquer à très haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement? Bien sûr. Après, au moment de la blessure, moi, le paraplégie, je l'ai tout de suite pris en compte, tout de suite s'accepter. J'ai perçu ça comme une nouvelle compétition, en fait, un nouveau défi. On m'avait dit entre 6 mois et 1 an de rééducation, à peu près, pour un paraplégique. Et moi, je ne me voyais pas rester 6 mois et 1 an à l'hôpital, c'était pas possible, quoi. En fait, au bout de 2 mois et demi, j'ai fait que 2 mois et demi de rééducation, quoi. Donc, il a fallu que je trouve un sport qui me plaise. Le handbike, ça me permettait
de me dépasser, de sortir, d'avoir des sports de plein air. Et puis surtout, c'est un sport où j'ai besoin de personne, quoi. Alors bien sûr, le sport m'a aidé à me reconstruire, mais c'est surtout mes garçons, en fait. C'est eux qui m'ont donné la force. C'était moi à l'époque, le plus petit avait 9 mois, le plus grand avait 7 ans. Ce qui m'ont donné de la force, en fait, ce que je voulais, c'est qu'ils me voient toujours comme... quand j'étais en Guyane, ils me voyaient partir, les hélicos venaient nous chercher, on montait dedans en combi, pour eux, on était un peu des super-héros. Je voulais vraiment qu'ils gardent cette image de moi, de papa actif, de papa qui fait plein de trucs et tout. Le handbike, ce sport que vous allez découvrir, va vous conduire jusqu'en Angleterre pour participer à ce qu'on appelle les Invictus Games, créés par le prince Harry, donc, où on rassemble des militaires blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Et vous arrivez au bout de la course et vous voyez le regard, je crois que c'est votre fils Noah. Ouais, tout à fait. Ouais. Et vous avez les larmes aux yeux, j'imagine. Ouais, exactement. Ouais. Je vois sa fierté dans ses yeux, donc je me dis, voilà, t'as réussi, quoi. Merci beaucoup, Franck. De rien, merci à vous.